envoie les fichiers, ils sont plus accessibles. Donc voilà, si quelqu'un sait m'aider, tant mieux, mais moi je n'y arrive pas en tout cas. Bon, mais je pense qu'on peut y aller. Donc je vous souhaite la bienvenue, hein. Bonjour à tous et à toutes. On a à peu près 37, il me semble que ce n'est pas mal pour un cours de cette nature. Je vais donc présenter, donc c'est dit, je vais vous proposer de partager mon écran intégralement. Je crois que c'est la meilleure solution. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait pour qu'on puisse, voilà. Et je vais aller chercher le PowerPoint. Voilà. Normalement, maintenant, j'aimerais bien avoir confirmation de votre part. Vous devriez voir le Boogie Woogie années 20. Est-ce bien le cas? Oui? Oui, Est-ce que c'est le cas. l'enveloppe... Oui. Pardon? Oui, c'est le cas, oui, on voit Ok, toute la très bien. PowerPoint. Donc, c'est bien en ordre, hein. Je crois qu'on m'a demandé, je vais de nouveau répondre à quelqu'un qui demande l'entrée dans la réunion. C'est fait? Oui, apparemment, oui. Ah oui, je veux enregistrer la réunion, c'est vrai. J'ai oublié de le faire. Merci de me le dire. Alors, c'est ici, je crois. Non, c'est pas là. Je ne sais plus où. Ah oui, voilà. Enregistrer la réunion. C'est vrai que c'est une bonne idée d'enregistrer parce que comme ça, vous pouvez revoir ou ceux ou celles qui sont absents. Voilà, pour des raisons tout à fait. Voilà. Donc, elle est enregistrée. Elle sera donc disponible sur le Drive ultérieurement. Merci de me l'avoir rappelé parce que je suis parfois distrait et c'est vrai que c'est utile. Voilà. Donc, je reprends le PowerPoint. J'en étais donc arrivé la semaine dernière au Boogie Woogie et j'avais commencé à expliquer un petit peu les caractéristiques de cette danse. Donc, il s'agit, il faut le rappeler, dans le cadre du jazz, hein. J'avais évoqué la naissance du jazz, évoqué aussi le fait que cette musique, le jazz en l'occurrence, est destinée à la danse. En tout cas, pendant de nombreuses décennies, c'est une musique à danser, notamment dans les bars, les cabarets et notamment dans les lieux dans la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle où se déroulait toute une série de spectacles aussi et le jazz était utilisé, tout le monde dansait. Une des danses parmi d'autres, puisque j'en ai cité quelques-unes, notamment à l'origine du jazz, le ragtime, vous vous souvenez sans doute, le cakewalk, etc., le charleston aussi, une des danses caractéristiques et qui a eu un grand succès et surtout qui a été à la base du rock and roll qui surgira environ une trentaine d'années après, une petite trentaine d'années, hein, parce que c'est dans le courant des années 20 que le boogie-woogie apparaît. Le boogie-woogie a un immense succès à partir des années 28 comme ça. Il s'appuie, c'est une pièce pour piano au départ. On peut bien sûr après jouer avec orchestre, mais c'est destiné au piano. Il s'appuie sur la structure du blues de 12 mesures. Donc c'est un schéma de 12 mesures, chaque fois répétitif. Et ce qui est caractéristique du boogie-woogie, en l'occurrence ici, et je vais le montrer avec des exemples musicaux tout d'abord, c'est que c'est rapide, ça va vite, la basse est active, la basse c'est-à-dire la main gauche du piano, pardon, est très active et donne un rythme répétitif qui fait penser à un chemin de fer. L'image et la métaphore sonore du chemin de fer est bonne. D'ailleurs, on pense que le nom et le mot boogie-woogie proviendraient justement de quelque chose de similaire. On ignore l'étymologie précisément, mais c'est quelque chose qui est lié au chemin de fer et à une locomotive qui se met en route et qui acquiert une certaine vitesse qui se maintient. Voilà, ça c'est l'image sonore que ça donne. Et au fond, ça a été au départ, dans les années 20, quand le boogie-woogie a été adopté, sur base de ce type de schéma qu'on voit ici, donc, que je vous montre un schéma de 12 mesures qui est fondé sur celui donc du blues. C'est-à-dire, on va prendre des accords. Quand je parle d'accords, ça veut dire des notes qui sont jouées verticalement, comme on le voit ici, je montre avec mon curseur, je pense que vous le voyez. Voilà, ça c'est un accord. Il y a 3 notes verticales qui sont jouées ensemble. Eh bien, ces accords forment des piliers, des repères, si vous voulez, dans l'harmonie, et on va changer d'accord. Voilà. L'accord de tonique, c'est-à-dire l'accord qui est ici,
qui est sur la tonique ici en l'occurrence, eh bien, sert de point de repère de pilier central. On part avec ce pilier, on va sur un autre accord, encore un autre accord, et on revient sur ce même pilier. C'est donc une sorte de boucle permanente qui est audible. Hein, quand on écoute des basses de boogie-woogie et quand on écoute ces musiques, on entend bien les basses qui sont répétitives comme ça et les accords qui reviennent comme des piliers. On peut comparer ça, par exemple, je prends un exemple assez basique, mais une architecture avec des arcades, hein, c'est la même chose. Le retour au même endroit des mêmes piliers. Bon, dans l'architecture, ça a une raison d'être, c'est-à-dire de soutenir un toit, par exemple. Ici, ça n'a pas de raison d'être, mais néanmoins, l'organisation structurelle est importante. Donc, le boogie-woogie n'est pas une improvisation sur le plan de sa structure. La structure est périodique, elle est là. Par contre, à la main droite du piano, là, on peut varier, on peut improviser, et c'est ce que les pianistes de boogie-woogie font. Ils jouent à la main droite une main qui est beaucoup plus libérée, des syncopes, des contretemps, etc. Tandis que la main gauche martèle le rythme et martèle la basse répétitive. Donc c'est une basse de boogie-woogie qui toujours, et vous le voyez aussi sur le schéma ici à droite, j'en ai pris deux, voilà, c'est une basse de boogie-woogie. Hein. Pom, 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 pom. C'est répétitif. Et puis on change d'accord, pam, 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 pam. Et puis on revient à l'accord initial, pom, 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 pom. Voilà, c'est le principe. Donc un accord de sol septième sur sol, je suis ici toujours à gauche là, voilà, un accord sur do septième avec la septième, c'est-à-dire l'intervalle de septième, une harmonie de septième, c'est typique du jazz. Puis G7, sol donc, c'est comme ça que les Anglais nomment les notes, hein, A, B, C, D, E, F, G, donc si c'est un sol, on a le sol ici, voilà, puis Ré, puis Do, puis sol. Et on recommence le schéma, voilà. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile à expliquer comme ça théoriquement, et si vous n'êtes pas tout à fait réveillé, ce qui est encore mon cas d'ailleurs, c'est pas facile nécessairement à comprendre quand on n'a pas l'habitude de regarder une grille d'accords, mais je pense que tout le monde, ou vous pouvez avoir une petite idée, c'est le but du cours. Hein. C'est pas de faire un cours de solfège, mais c'est pour essayer de rentrer dans la matière, d'essayer de mieux percevoir les schémas musicaux et comment est-ce sur quoi il s'appuie. Donc il y a à la fois un schéma rythmique, c'est une danse binaire en 4 temps ou en 2 temps, mais c'est binaire toujours, le boogie-woogie. C'est la basse qui marque la rythmique régulière, avec évidemment des accords qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont des piliers, qui reviennent aussi. On revient toujours à l'accord initial. Voilà, le principe, c'est de voyager, faire une sorte de parcours, si vous voulez, du point de départ, et puis quelques voyages, et on revient au point de départ. Et le point de départ, on y insiste beaucoup, on reste assez souvent dessus. Voilà, pour illustrer un petit peu ici, je me suis amusé, c'est assez évocateur d'ailleurs, c'est une illustration picturale, donc hein, une transposition picturale du boogie-woogie par Piet Mondrian, qui est un grand artiste hollandais qui est allé vivre à New York pendant la guerre. Il est mort là-bas dans les années 40, hein, pendant la guerre. Et il a représenté un Broadway boogie-woogie, comme vous voyez à gauche, avec ces lignes orthogonales et verticales, enfin la verticale, l'horizontale, des carrés, et comme si on avait effectivement des pulsations, c'est l'idée, hein, parfois en décalage, avec des espaces plus grands, du vide aussi. Et j'ai mis en haut, par exemple, une base de boogie-woogie avec la main droite qui fait des syncopes. Et donc on voit bien que ce n'est pas tout à fait symétrique. Hein. Il y a une part de symétrie, mais il y a en même temps des écarts plus grands et plus petits. Donc la représentation picturale de Piet Mondrian est assez fidèle, quelque part, c'est abstrait, hein, au rythme du boogie-woogie, qui me semble être tout à fait caractéristique des années 20 et du succès du boogie-woogie dans l'histoire du jazz. Alors, je propose, et maintenant on va passer au drive, de visionner tout d'abord, dans un premier temps, le Basie Boogie avec le Big Band de Count Basie. Il y a deux petits extraits que j'ai prélevés d'un documentaire qui est très bien fait, qui s'appelle Jasmine the Blues, que je recommande la vision complète. Il est dans le drive. Hein. Je vais le mettre dans le drive aussi pour ceux qui s'intéressent au jazz. C'est un beau documentaire hein, réalisé à la fin des années 40 sur le jazz. Et c'est très esthétique, c'est un photographe, John Milley, qui l'a réalisé. Et dans ce documentaire figure précisément l'intervention de Count Basie, que vous allez voir, qui présente le boogie-woogie avec beaucoup d'entrain. Je peux dire un petit mot sur cet artiste. C'est un pianiste de grand renom,
qui a été actif dans l'époque du swing, hein, Count Basie, très, très actif dans l'époque du swing, c'est-à-dire grosso modo les années 30, une longue décennie où le jazz s'est ouvert un petit peu aux musiques européennes, un peu plus aux musiques européennes, avec des formations plus larges qu'on a appelées les big bands, c'est-à-dire des formations, disons, devant environ une vingtaine de musiciens, parfois un peu plus, ça dépend un peu des circonstances. On n'est plus là avec des petites formations comme au début du jazz, mais vraiment de petits orchestres. Et à l'intérieur de ces orchestres, il y a des solistes qui émergent pour faire des improvisations à tour de rôle. L'époque du swing a été une époque un petit peu plus d'un jazz un peu plus édulcoré, un peu plus à l'européenne, moins entre guillemets africain. À l'époque du bebop qui suivra celle du swing, c'est-à-dire à partir des années 40, grosso modo, avec Charlie Parker, par exemple, et Dizzy Gillespie, c'est l'époque du bebop. Là, le jazz redevient plus nerveux, plus rythmique. Enfin, ce sont des nuances à travers l'histoire du jazz. Ici, on est vraiment à l'époque du swing, dans dans l'extrait qu'on va voir, et dans les big bands. Voilà, alors je vais donc maintenant m'arrêter une seconde pour voir s'il y a une question ou l'autre, si tout est clair. Je pense que tout est clair, mais peut-être qu'il faut réexpliquer un terme ou donner une explication complémentaire, vous n'hésitez pas, hein, vous m'interrompez, je vous écoute. Voilà. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions, alors à ce moment-là, on va ensemble aller chercher le lien. Donc, je sors du PowerPoint et je vais donc chercher le lien ici quelque part. Ici, voilà. En tout cas pour moi, c'est donc dans Histoire de la musique TC, c'est-à-dire type court, que j'ai placé les extraits et je vous ai envoyé à tous le lien hier soir, hein. Donc on ouvre ce document et il faut aller chercher Basie Boogie quelque part. Et je vous dis où je le trouve. Voilà, la danse du Basie Boogie qui est où donc? Voilà, c'est tout en bas ici à droite pour moi, hein. Danse, Boogie Woogie Basie. Voilà, on ouvre ça et il y a deux extraits. Un premier extrait où on voit des danseurs, c'est assez amusant, vous le verrez. Et puis après, un Boogie Woogie instrumental sans danseurs. Et on regarde les deux. Je lance donc l'extrait et puis je coupe mon micro et on se retrouve après la projection.
Voilà. Je pense que tout le monde a pu avoir le temps de visionner maintenant. Est-ce bien le cas? Heu, excusez-moi monsieur, moi Oui. j'ai pas pu ouvrir, le fichier vidéo, perso. Tu n'as pas pu, visionner? Donc Non, il faut ils me prendre disent, il faut qu'il manque une prendre, application. comme j'ai expliqué au début, peut-être tu es arrivé plus tard, c'est tu as un lien qu'il faut avoir avec, le dossier intitulé «Histoire de la musique TC». À Ouais, l'intérieur ouais. de ce dossier-là, tu vois le Boogie Woogie Basie Boogie. Mmh. Ouais, Tu beh, l'as pas j'ai été trouvé? dessus, Ça n'a j'ai pas cliqué marché? j'ai cliqué sur le lien et en gros et ça me dit que je dois télécharger une application et quand je vais télécharger l'application, ils me disent qu'elle est pas disponible dans mon pays. Ah Donc bon, d'accord. Je sais vraiment pas t'aider malheureusement. ah, bon, Bon, bah, tant ce pis, qu'il hein. faut que tu fasses peut-être, puisque ce lien t'est accessible tout le temps, Mmh. si tu sais pas voir les autres extraits, alors à ce moment-là, bon, c'est embêtant pour toi aujourd'hui, mais que tu fasses, tu demandes une aide extérieure pour pouvoir suivre les extraits pendant le cours, c'est beaucoup mieux. Maintenant, une fois que tu y auras accès, tu peux aller les revoir après, hein. OK, d'accord. Bah, je Moi, vais m'en renseigner. je ne sais pas malheureusement t'aider pour trouver une solution. Peut-être que il y a un étudiant, je vois qu'il y a des conversations derrière, ici elles sont masquées par, mais il y a peut-être un étudiant qui pourrait t'expliquer, hein. OK. Voilà. Donc je reprends le PowerPoint une seconde et j'aimerais bien maintenant, pour changer, le voici donc, le PowerPoint. J'aimerais bien maintenant montrer un autre extrait, une autre séquence que je trouve intéressante de l'exploitation du boogie-woogie dans le cadre d'une chorégraphie contemporaine, en l'occurrence utilisée ici dans un ballet par Pina Bausch, la chorégraphe berlinoise qui est décédée il y a une dizaine d'années et qui utilise un boogie-woogie au piano dans le cadre d'une chorégraphie tout à fait intéressante. Et je vous donnerai une clé de lecture sans vous dire ce qu'on va voir, en rappelant par rapport à ce qu'on a vu maintenant, le dernier extrait qui se clôturait avec un boogie-woogie où Count Basie était au piano, on entendait très très bien la différence entre une main droite qui improvisait dans l'aigu très rapidement comme ça et une main gauche régulière. La régularité de la main gauche est la caractéristique du boogie-woogie. Donc, ce qui est important à bien saisir, c'est qu'il y a une opposition radicale dans le boogie-woogie entre main droite et main gauche au piano. Ce qui était aussi perceptible dans la séquence qu'on a vue avec le big band de Count Basie, c'est que lorsqu'à un moment donné, les instruments qui font à tour de rôle une improvisation sur un canevas de 12 mesures, donc on a eu notamment le sax ténor, puis la clarinette, qu'est-ce qu'on a eu encore, la trompette peut-être, si je me rappelle bien. Maintenant, je suis un petit peu distrait. Je suis plus sûr que le trompettiste fait une impro. Bref, il y a un moment donné où on entend la contrebasse et la guitare ensemble, et là, on entend très bien les accents de la basse qui reviennent systématiquement. Donc, c'est vraiment, je dirais, une pièce où les oppositions sont bien marquées. Et dans la chorégraphie de Pina Bausch, vous allez voir, il y a quelque chose qui montre très bien cela. C'est évidemment une chorégraphie contemporaine, donc on s'écarte de la danse en tant que telle, qui n'a plus rien à voir, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec le rock, hein, les couples qui dansent dans une rythmique frénétique, c'est tout à fait différent. C'est une adaptation, au fond, de la danse du boogie-woogie dans la danse contemporaine d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je retourne maintenant, et faites peut-être l'opération en même temps que moi pour ceux qui ont peut-être un peu plus de difficultés à retrouver. Voilà, donc ici, je reviens euh, au fichier dans mon drive ici, et je vais chercher le fichier avec vous, donc dans l'histoire de la musique TC toujours. Voilà, ça s'appelle Pina Boogie Woogie, j'ai appelé ça comme ça, hein. Voilà, pour la nomination, donc on va chercher. Vous allez voir, ça change un peu, on regarde tout, hein, parce que j'ai fait une découpe, mais voilà. Et on lance donc vidéo, voilà, c'est ceci.
Voilà. Voilà, j'ai arrêté ici parce qu'après, le boogie-woogie s'arrête. Hein, donc, la séquence se déroule à l'extérieur, c'est tout autre chose. Voilà, donc on peut se retrouver maintenant et vous pouvez interrompre. J'aurais dû couper en fait. Donc, c'est une erreur de ma part dans la découpe. J'ai pris par chapitrage. Est-ce que vous êtes là? Oui. Parfait. Oui. Okay. Donc, un commentaire rapide peut-être sur ce qu'on vient de voir pour comprendre pourquoi j'ai utilisé ça. Et parce que ça me paraissait très pertinent d'avoir en enfilade contre le mur, adossé au mur, sans bouger, une série de femmes. Et comme toujours chez Pina Bausch, elles sont toutes différentes, avec des robes différentes, de couleurs différentes, d'allures générales différentes. Pina Bausch était très attentive à avoir dans son corps de ballet une diversité de corps pour avoir justement des gestuelles différentes aussi. Et de l'autre côté, une série de garçons, par contre, là, plus homogène au niveau vestimentaire, enfin quand même dans des couleurs bleues et sombres, qui s'avancent d'un côté, dans des mouvements un peu frénétiques, hein, c'est très frénétique, comme le boogie-woogie le demande aussi d'ailleurs, et qui s'approche des femmes. Donc il y a vraiment une dichotomie, une séparation, une opposition radicale comme on l'a dans l'instrument, c'est-à-dire dans la danse. On a main gauche et main droite. Main gauche qui bouge pas, main droite qui bouge beaucoup. Et donc, c'est très pertinent d'adapter ça dans la danse contemporaine, hein, si on comprend bien la structure du boogie-woogie. Et en même temps, l'adaptation qu'elle en propose ici dans les studios, donc à Wuppertal, où elle a beaucoup travaillé, on voit bien qu'à un moment donné, la caméra sort du studio et on est à l'extérieur de ces studios. Hein. Mais donc, la danse, c'est quelque part, sans être un boogie, c'est pas, on ne danse pas, on danse sur un boogie-woogie, mais sans danser le boogie-woogie, si je me fais bien comprendre. C'est une caractéristique tout à fait intéressante. Hein. Voilà. Alors, je vais reprendre ici le PowerPoint et on va avancer avec une série d'exemples autour du boogie-woogie et comment les choses vont évoluer aussi par rapport à ça dans l'univers de la danse. Donc ça, j'avais évoqué tout à l'heure. C'est toujours donc l'œuvre de Piet Mondrian qui évoque le fait que le jazz a été pour lui précisément une nouvelle manière de concevoir le rythme. Dans son courant qu'il a appelé lui-même le néoplasticisme, c'est un courant qu'il met en place, qui est au fond une vision du rythme universel, la présence du rythme qui est quelque chose qui structure, hein, le rythme est quelque chose qui structure, qui est périodique, qui crée du mouvement, le rythme aussi crée du mouvement, hein, et est aussi individuel, ce n'est pas comme une mesure qui est toujours la même, le rythme c'est un rapport de durée, le rythme, hein, on a des rapports de durée différents, etc. Ça donne une idée de structure aussi et de mouvement surtout. C'est pour ça qu'il est nécessaire et indispensable d'avoir du rythme pour nourrir et pour donner un élan cinétique plutôt, à la danse et au mouvement. Voilà. Donc ce sont ces rythmes dynamiques et cette opposition constante de rythme dynamique qui lui a donné aussi un élan dans sa création picturale. Voilà, ça c'est un autre boogie-woogie représenté d'un artiste italien, avec à l'arrière-plan, vous voyez, donc ce sont des étudiants qui dansent le boogie-woogie, c'est assez clair, et à l'arrière-plan du tableau, il y a une évocation du boogie-woogie lui-même, c'est-à-dire de l'œuvre de Piet Mondrian. C'est assez intéressant aussi de voir ces évocations. Voilà. Alors, à l'époque du swing, et on en a vu un petit peu ici dans l'extrait tout à l'heure, même si la caméra ne les filmait pas vraiment de manière très claire et ostensible, s'est développé ce qu'on a appelé le jitterbug. Jitterbug, c'est vraiment un, une danse qui explore toute la dimension déliée du corps avec ses sauts caractéristiques. On qualifie aussi de Lindy Hop. Le Lindy Hop était plutôt, comme on le voit ici sur ces deux photos, hein, au Savoy, donc à New York, qui est un club vraiment très réputé, hein, comme le Cotton Club, il y en avait d'autres. Free Deuces aussi, et d'autres à la 52e avenue à New York. Le jazz a vraiment, pendant plusieurs décennies, été très actif dans ce quartier-là.
le Savoy a été le club de Benny Goodman et beaucoup d'autres artistes. Et donc, on voit ici des couples qui dansent et qui effectuent ce fameux Lindy Hop qui avait beaucoup de succès parce que on prend sa partenaire, comme vous le voyez, il y a cette espèce de grande culbute aérienne et ça a été vraiment à un moment donné le must, je dirais, de la danse dans le jazz, pour montrer que le jazz a poussé les danseurs à vraiment explorer tout le potentiel du corps humain quelque part. Hein. Donc c'est assez flagrant. On a vu dans l'extrait, si vous avez été attentif tout à l'heure avec Count Basie, un couple qui faisait un Lindy Hop à un moment donné. En soi, ce n'est pas une, disons, quelque chose qu'on ne pourrait pas dire que ce soit une danse à part entière parce que c'est pas très répandu. Le boogie-woogie, il est connu, oui. Le jitterbug, pas vraiment. Quelque part, ça se ressemble un petit peu, du moins à ma connaissance. Alors j'évoquerai ici simplement le prologue du film de David Lynch, Mulholland Drive, qui en 2000 explore vraiment à l'arrière-plan. On voit des couples qui dansent du jitterbug, alors qu'à l'avant-plan, on voit les personnages principaux du film en surimpression. C'est un effet visuel particulièrement intéressant. Et la musique de Badalamenti, à la demande du réalisateur David Lynch, donc son complice de toujours, eh ben, il a composé un jitterbug. Et c'est vrai qu'on voit bien les mouvements à ce moment-là. Et cette musique, donc ce jitterbug, a été aussi, comme le boogie-woogie, avec le rhythm and blues, que vous verrez aussi en deuxième année, hein, avec Vincent Venet, qui donne cours aussi de musique à l'IAD, donc, le rhythm and blues qui donnera naissance au rock and roll, avec notamment Elvis Presley à la fin des années 50. La naissance du rock and roll est fondée vraiment sur la rythmique du boogie woogie et aussi bien sûr des apports du blues également. Donc on a comme ça dans l'histoire du jazz et puis le rock qui se dessine et qui s'y distingue du jazz, notamment par sa couleur. Hein. La présence de la guitare électrique, la guitare Fender, est une marque d'identité du rock. Et que cette musique qui est née dans la clandestinité, qui était jouée et diffusée dans les radios un petit peu à des heures très tardives, parce qu'elle elle était bannie, a fait partie de ce qu'on a appelé au départ la contre-culture, et puis s'est émancipée et a eu un énorme succès. Elvis Presley est devenu une légende incarnée aux États-Unis. Toute l'adolescence américaine a pris Elvis Presley comme une sorte de mouvement de liberté, revendiquant justement ce plaisir et cette nécessité de se défaire de la bourgeoisie américaine, beaucoup trop matérialiste, qui voulait, pour qui le bonheur, c'était avoir une maison, une voiture, une machine à laver, et vivre comme ça de choses plus pragmatiques. Alors que la musique devenait une source justement d'émancipation, de joie, de sortir un petit peu de cette vie bien rangée contre laquelle les adolescents s'insurgeaient. Et le rock a été une marque identitaire sur le plan sociologique. C'est une musique qui est très fortement liée à cette situation. Euh, Notamment, il y a quelques années, un professeur en sociologie l'étudiait bien, euh, et Bertrand Montulet, et il a écrit des choses intéressantes on trouve assez bien d'aspects intéressants sur la naissance du rock et la difficulté que cette musique a eu à se faire finalement reconnaître. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui conteste quoi que ce soit. Les choses sont devenues finalement, et c'est logique, le rock aux États-Unis puis le rock en Angleterre sont devenus vraiment largement partagés. Voilà donc pour cette exploration. Je vais avancer, mais donc je mettrai le prologue du film de David Lynch, si vous voulez, sur le drive, comme ça c'est accessible pour tout le monde. Voilà. Il y a des questions dans le chat. Oui, dans le chat, il y a des questions, parce que moi, je n'ai pas le chat ici, je suis... Oui, c'est pour ça que je me permets de vous interrompre pour vous le dire. Oui, tu as raison, tu as raison. Quelles sont ces questions? Parce que je n'ai pas le chat ici, je veux bien le regarder, mais je ne sais pas très bien... vous pouvez me les poser oralement, je préférerais comme ça, parce que moi, j'ai mis le PowerPoint tout en grand et je ne vois plus le chat. Ok, ben, c'est moi qui ai écrit. Vas-y, dis-nous. Du coup, je posais une question. Est-ce que le jitterbug est un dérivé du boogie woogie ou alors que ça n'a rien à voir et c'est parti d'une base différente? C'est tout à fait juste. C'est un dérivé, j'aurais pu utiliser le terme. Voilà. Alors, maintenant, te dire les différences, hein, à l'audition, il n'y en a pas pour moi. Maintenant, le jitterbug est devenu, si tu veux, une sorte de danse qui est très proche où on allait, et c'est pour ça que c'est culbute, entre guillemets, ou ces acrobaties dansées, où on allait pousser les corps jusqu'à une extrême limite.
on parlait de delirium tremens, c'est-à-dire de perte de contact avec la réalité, parce que quand tu montes et que tu descends, que tu fais des culbutes, à un moment donné, tu tombes par terre. D'ailleurs, il le montrait bien dans la séquence aussi, hein. Le mouvement accéléré comme ça des corps crée à un moment donné une perte d'équilibre. Eh ben, le jitterbug aboutissait à ça. Mais donc, c'est un dérivé du boogie-woogie avec les mêmes caractéristiques musicales, mais qui adoptait dans la danse véritablement comment dirais-je, des acrobaties plus grandes. Voilà comment je pourrais définir les choses. Ok, merci. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et c'est important à retenir aussi, on peut très bien écouter du boogie-woogie sans danser. On peut très bien écouter un jitterbug sans danser non plus. La distinction n'est pas forte. Elle n'est pas non plus très forte si tu écoutes du rock dans les années 50, à la fin des années 50, 57, 58 d'Elvis Presley, et que tu mets Clock Around the Clock, comment ça s'appelle encore c'est pas Elvis Presley, c'est l'autre rocker, je ne retrouve plus sur son nom maintenant, subitement, mais c'est un morceau de rock très connu. C'est une base de boogie-woogie. Donc, les gens qui écoutaient ça n'étaient pas du tout déconcertés, si tu veux, par le fait de se dire, tiens, j'entends un boogie-woogie, mais il est adapté à la sauce rock. Voilà. C'est un peu la même chose, c'est un peu la même idée. Parce que je pense être déjà tombé sur des vidéos de Boogie Woogie où Oui. justement ils font des espèces de galipettes dans Ah les ben airs. oui, c'est logique qu'ils font des espèces de galipettes, comme tu dis. On utilise le mot galipette pour autre chose, mais je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je parlerais plutôt d'acrobatie, parce qu'il y a quelque chose d'acrobatique, de mouvement du corps vraiment. Il faut soulever sa partenaire, ce qui n'est pas nécessairement rien non plus, hein, et il faut le faire. Non pas dans un exercice de musculation, mais dans un exercice qui donne une certaine. Il faut réussir son coup, si je peux dire, parce que c'est pas évident, hein. Il faut que la partenaire se lance aussi, se laisse aller et faire ce type d'exercice. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Merci. Non? Dans le chat là, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? N'hésitez pas, hein. Je m'arrête. On peut. Monsieur? Oui, je t'en prie, je t'écoute. Ah oui, du coup, si j'ai bien compris, le Jitterbug et le Boogie Woogie, ce sont des danses et des musiques en même temps. On peut dire ça comme ça. Ce sont des danses qui sont, si tu veux, la danse a besoin de musique, et donc forcément, tu as des musiques qui sont là pour être dansées. Mais maintenant, comme toutes les danses, tu peux écouter une valse chez toi sans danser. On peut écouter, ce sont des musiques qui appellent la danse, mais on ne danse pas toujours dessus. C'est ce que je pourrais te donner comme réponse. Voilà. Maintenant, l'inverse, la danse sans musique, c'est plus compliqué. Ça existe aussi, hein. Dans la danse contemporaine, on danse parfois sans musique. Donc, ce sont des danses muettes, entre guillemets. Mais en général, ça va l'un avec l'autre. Mais la musique dansée, on peut l'écouter sans danser dessus, évidemment. Tu vois? Donc, c'est vrai que, à l'inverse d'une chanson ou d'une musique symphonique ou bien d'un opéra sur lequel on ne danse pas, ben, les musiques qui sont destinées à la danse, elles sont idéalement, on les écoute et on danse dessus. Voilà. D'autres Ah, questions? Oui? mais juste pour être sûr, du coup, le Boogie Woogie et le Jitterbug, ce sont, on va dire, comme des styles ou des sous-genres du jazz. Oui, on peut le voir comme ça, si tu veux. Sous-genre, c'est-à-dire un élément, c'est une catégorie, c'est un sous-genre, oui. Ça fait partie du jazz. Le boogie-woogie fait partie du jazz. Le jitterbug aussi. Et effectivement, à un moment donné, comme tu le sais, le jazz est une musique composite, c'est une musique de fusion. Et il va d'ailleurs, et les rockers vont, il y aura du jazz rock, il y aura du jazz qui ira aussi dans d'autres univers. Donc le jazz sera à un moment donné, avec Miles Davis, proche du flamenco. Il va chercher d'autres univers avec des musiques latino-américaines. À un moment donné, les fusions s'opèrent. Donc la distinction diminue, si tu veux. Mais c'est sûr que le boogie-woogie fait partie du jazz. Donc le jazz renferme et le boogie-woogie et le jitterbug. Pas le rock, hein. Une fois que le rock s'émancipera, à ce moment-là, c'est un genre à part. Et ce qui fait que c'est un genre à part, c'est qu'il a trop de caractéristiques différentes, si tu veux. Hein. J'ai parlé de la guitare électrique comme marque identitaire du rock and roll, mais il n'y a pas que ça. Il y a la voix aussi qui intervient. Et c'est au départ un peu lié au blues, et puis après, ça l'est plus, hein. La voix d'Elvis Presley, ce n'est pas une voix d'un bluesman, c'est la voix d'un rocker. Et puis ça va, comme dans le cours, on avait écouté David Bowie, par exemple, ce n'est pas non plus dans le courant du blues qu'il faut le situer, c'est véritablement dans le rock. Voilà, donc les distinctions
se font avec le temps, c'est-à-dire que c'est souvent a posteriori qu'on identifie la catégorie d'une musique par rapport à d'autres et qu'on essaye d'élaborer, parfois c'est pas toujours juste, hein, qu'on essaye d'élaborer des limites, si tu veux. Ta question est bonne parce que à un moment donné, ben, on peut se trouver entre deux tendances ou deux choses. Mais en tout cas, pour ceci, c'est clair que Jitterbug et surtout le boogie woogie appartiennent au rock, appartiennent au jazz, pardon. Voilà, je suis désolé pour ce lapsus final. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions, sinon je me proposais d'avancer avec la comédie musicale maintenant et la tap dance, les claquettes, pour montrer un petit peu ce que la comédie musicale a fait dans les années 30. Je reprends alors le PowerPoint. Voilà. Donc, je rappelle brièvement que la comédie musicale est un genre à part qui naît aux États-Unis, qu'on appelle le musical. On traduit ça par comédie musicale. C'est une traduction qui est valide, mais enfin, on pourrait discuter du terme. C'est pas toujours une comédie, hein. Au début, oui, mais ça tourne parfois au drame, donc ça dépend un peu. Mais c'est le terme générique utilisé en France. Alors la tap dance, tap, c'est la danse où on frappe, c'est simplement une danse percussive, c'est-à-dire les claquettes. On traduit ça en français par claquettes. La tap dance a probablement des origines lointaines, hein, en Afrique vraisemblablement, et peut-être aussi même par le fait que des colons irlandais, qui étaient très nombreux aux États-Unis au 19e siècle et peut-être même avant, avaient pour habitude de danser avec des sabots et frappaient avec des sabots au sol. Et ça donnait une rythmique. Ces sabots faisaient du bruit et donnaient une rythmique. Et on a utilisé cette tap dance. Elle a eu un certain succès, puis on a fabriqué des chaussures tout à fait adaptées pour danser avec des claquettes, avec des embouts. À ce moment-là, c'était plutôt on a utilisé des embouts métalliques, hein, au niveau du talon et au niveau de l'extrémité de la chaussure. Et puis, des grands danseurs qui étaient des danseurs de grand renom et internationalement reconnus dans la comédie musicale comme Fred Astaire ou bien comme Jane Kelly un petit peu plus tard, ou d'autres encore, ont pratiqué ces claquettes et c'est devenu le must de la danse dans la comédie musicale. Alors, c'est effectivement une pratique qui est propre à la comédie musicale et qui a aussi été intéressant parce que, comme c'est pas seulement une danse, c'est plus qu'une danse puisqu'il y a de la percussion, ça influence aussi sur la musique. Voilà. Alors la comédie musicale ici que nous allons voir, Swing Time, porte bien son titre, c'est-à-dire le swing, c'est la grande époque du swing. On pourrait traduire ça à l'époque du swing, si vous voulez. Enfin, ça n'a pas de sens de traduire ça comme ça, me semble-t-il, mais c'est ça que ça veut dire. En 1936, donc on est vraiment dans cette grande époque où les orchestres sont des grandes formations. Dans les comédies musicales, on ne joue pas uniquement du jazz. Ce n'est pas vraiment du jazz. La musique de Jerome Kern, c'est plutôt une musique qui est une musique légère, une musique qui absorbe toute une série de tendances différentes. Donc, il n'y a pas nécessairement du jazz en tant que tel. Alors, ce qu'on peut dire aussi de cette comédie musicale, c'est qu'elle a d'abord été vivante, hein, à Broadway, c'est-à-dire elle est jouée, si vous voulez, dans des salles de spectacle, elle est accessible au public, la comédie musicale a énormément de succès, ce sont souvent des comédies musicales à l'eau de rose ou baptisées comme telles, qui racontent des histoires d'amour, mais toujours contrariées, avec des obstacles multiples, manque d'argent, une famille hostile, etc. Et puis tout rentre dans l'ordre et à la fin, le bonheur, c'est l'idéal du couple, du mariage, etc. Donc c'était souvent des comédies musicales fondées sur des schémas répétitifs et qui reviennent systématiquement. Le tandem, donc j'ai appelé ça tandem parce que c'est un tandem de légende dans l'histoire de la comédie musicale entre Fred Astaire et Ginger Rogers, qui est la danseuse donc, qui a dansé longtemps avec Fred Astaire pendant une décennie pour une firme de cinéma ici, puisque là, c'est de la comédie musicale filmée qu'on va voir. Ce n'est plus de la comédie musicale vivante, c'est tourné dans les studios, ça devient un film. Le film raconte l'histoire justement de ce couple. Voilà. Et ce couple fait face à des difficultés, etc. Comme souvent dans la comédie musicale, et c'est presque souvent le cas, mais pas toujours, mais enfin c'est très régulier, la comédie musicale se met elle-même en abîme, c'est-à-dire que au sein des comédies musicales filmées, on raconte l'histoire de préparation d'un spectacle, par exemple. Et dans ce spectacle, il y a une histoire d'amour. Voilà, c'est très fréquent. Alors ici,
moi, ce que j'ai choisi dans Swing Time est une séquence bien caractéristique, qui est un hommage à Beau Jungle, qui est le surnom, le pseudonyme, si vous voulez, le surnom de Bill Robinson. Ouais, ben, je peux peut-être le montrer, on le voit ici, voilà. Vous le voyez à gauche, là. Il est en train de faire son numéro en smoking avec son chapeau et avec ses gants blancs, etc. On voit son ombre aussi qui se reproduit derrière le spot lumineux. Une belle reproduction là. Bill Robinson était un noir, comme vous le voyez, et n'avait pas, c'est important à souligner, il faut le rappeler aussi parce que ce sont des choses qu'on oublie aujourd'hui, n'avait pas accès, on ne pouvait pas représenter à la télévision et au cinéma des personnalités noires. La ségrégation était encore forte et les Noirs n'avaient pas accès aux médias de diffusion. Donc, ils étaient condamnés à exécuter, enfin, à jouer, à danser, pour Bill Robinson en tout cas, à danser pour les spectacles, mais ils ne pouvaient pas passer sur les moyens de diffusion. Et donc, l'idée, et c'est intéressant de le souligner, de Fred Astaire que vous voyez sur l'image de droite, là, avec son costume à pois, là, qui danse avec autour de lui une série de danseuses, avec à l'arrière-plan, on voit bien l'évocation, c'est un logement social, on dirait aujourd'hui comme cela, vraisemblablement dans le Bronx ou dans les quartiers pauvres, qui fait l'évocation ici clairement et qui rend hommage à Bill Robinson. Donc en fait, comme Bill Robinson ne peut pas être présent sur la scène, Fred Astaire s'est dit, mais je vais essayer de lui rendre hommage. Et d'ailleurs, il est grimé. Hein. Astaire n'est pas à un teint, vous le voyez ici. Je pense qu'on le voit là aussi. J'ai pris le nom, là on le voit moins, mais il est grimé, donc il est grimé de noir pour imiter les noirs et pour rendre hommage de façon très respectueuse. C'est pas pour le singer à Bill Robinson. Et on voit ici justement dans Swing Time toujours et dans cette séquence, hein, dans la suite de la séquence, vous allez voir et j'attire votre attention, c'est intéressant. L'hommage est montré d'une très belle façon d'un point de vue de l'image, c'est que le danseur est reproduit, l'ombre du danseur Fred Astaire qui danse tout seul à un moment donné avec ses claquettes, est reproduit en trois, vous le voyez, trois ombres différentes mais surdimensionnées. Et à un moment donné, il y a des synchronisations. L'ombre vit d'elle-même. Et ben, l'ombre, c'est la représentation de Bill Robinson lui-même, justement. Et cette ombre montre bien que c'est l'absent qu'on célèbre ici, c'est celui qui n'a pas pu être présent parce qu'il est banni, parce qu'il est interdit, il ne peut pas être représenté donc, à travers les médias. C'est une chose qui était très fréquente à l'époque et ça choquait une partie du public, mais les gens trouvaient ça, parfois pour certains, c'était normal, on acceptait la ségrégation malgré tout, hein, elle était honteusement pratiquée. Quoi. Alors la séquence ici, c'est le Beau Jungle de Harlem, justement. Hein, donc j'ai parlé du Bronx tout à l'heure, et Harlem, c'est un quartier aussi plus connu peut-être que le Bronx. Le Bronx est pauvre, assez pauvre, hein, avec des habitations comme ça rouges, et en briques rouges, vous voyez un petit peu. Et Harlem aussi, c'était le quartier des Noirs qui se regroupaient dans ce quartier-là. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, et c'est la référence, évidemment. Alors, un petit détail sur le plan du son, mais je pense qu'ici, on ne l'entendra probablement pas, mais enfin, je veux bien le dire parce que c'est quand même assez intéressant. Non seulement il y a une désynchronisation, vous le voyez ici sur l'image, dans ce plan que j'ai repris du film, entre l'image elle-même, l'ombre et le danseur, mais en même temps, il y a aussi un son qui rappelle les embouts de bois qu'utilisait Bill Robinson. Donc, quand on utilise des embouts de bois au sol et qu'on pratique la tap dance, c'est un son plus doux, plus rond. Alors que si on utilise des embouts métalliques, c'est beaucoup plus percussif, c'est normal. Le choc du métal faisant un bruit beaucoup plus direct et beaucoup plus tranché. Le bois est plus sourd. Eh bien, à un moment donné, ils ont désynchronisé, et en désynchronisant, ils ont fait intervenir ces quelques bruits de bois qui évoquent clairement, ils ont fait ça dans la post-synchronisation, hein, c'est post-synchronisé ici aussi. C'était assez remarquable d'ailleurs dans la post-synchronisation d'arriver à doubler entre guillemets les pas de Fred Astaire par exemple pour obtenir un résultat de qualité. Hein. C'était vraiment quelque chose de très compliqué, paraît-il. Et donc, il y a là cette volonté donc, de faire entendre ces embouts de bois, une volonté de marquer encore une fois l'hommage au grand danseur qui était donc Bill Robinson sous le nom de Beau Jungle.
signalons bien sûr que quand je dis hommage, il n'est pas mort, hein, il est toujours vivant, mais il n'a pas accès, donc, encore une fois, donc, à la télévision et au cinéma. Voilà, je vais chercher maintenant la séquence. Donc, c'est swing time, quelque part. Voilà. Musique et danse swing. 3 petits points. C'est ce dossier-là qu'il faut ouvrir. On regarde l'intégralité.
Voilà. Je pense qu'on peut reprendre maintenant. Si tout le monde a pu visionner la séquence. Il s'agit bien d'une séquence au sein d'une comédie musicale, vous avez compris, qui est un numéro à part entière, et on vient y assister. Donc, c'est le principe de la comédie musicale dans la comédie musicale, en fait, ce qu'on appelle la mise en abîme. Hein. Voilà, je reprends le PowerPoint. Est-ce qu'il y a des questions? ou- Oui, moi j'en aurais une, s'il vous plaît. Mais je t'en prie, vas-y, je t'écoute. En fait, j'avais l'habitude que pour les comédies musicales, normalement, c'était chanté. Ah ben Donc, bien sûr que c'est chanté aussi. Ici, je rappelle que le cours et le chapitre dans lequel nous sommes, c'est la danse, donc j'ai pris une séquence dansée. Mais tu as tout à fait raison. Donc la comédie musicale est chantée. On entend d'ailleurs les choristes, les femmes qui rendent hommage à Bill Robinson hein, de Harlem, le héros de Harlem. Elles chantent à un moment donné. Mais tu as tout à fait raison. Donc je ne prends que la danse parce qu'on est dans le chapitre consacré à la danse. On ne voit pas la comédie musicale en tant que telle, on le verra dans le chapitre consacré à la comédie musicale. Mais ici, c'était simplement une incursion pour montrer la tap dance, puisque j'aborde dans ce chapitre-ci, si tu veux, un petit peu les différentes danses dans le monde. Quoi. Depuis la semaine dernière, on a commencé il y a un cours et demi, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça. Mais tu as tout à fait raison. Hein. Le principe même de la comédie musicale, c'est de passer de la parole donc comme dans un film, et puis cette parole se mue progressivement en chant, et puis du chant, on peut passer à la danse. C'est multiple, c'est le principe de la comédie musicale, c'est-à-dire que c'est une œuvre d'art totale qui inclut tous ces aspects-là. Merci de la question, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas abordé, parce que je me focalisais sur cet aspect, mais ça éclaire peut-être plus, et c'est nécessaire peut-être de le faire à ce stade-ci, ce genre si caractéristique qu'est la comédie musicale. Né aux États-Unis, mais qui a eu un succès en Europe, et il y a la comédie musicale française aussi, hein. Donc filmée d'ailleurs aussi. Par exemple, les Demoiselles de Rochefort, ce sont des films, ou l'autre film de Jacques Demy, là, le parapluie de Cherbourg, ou un parapluie à Cherbourg, je ne sais plus très bien le titre exact, c'est chanté intégralement. C'est un film chanté intégralement, tu vois. Voilà, merci de ta question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok, alors j'avance au chapitre suivant, et c'est la dernière phase, le dernier chapitre consacré à la danse ici, donc. Nous en arrivons aux danses occidentales et à l'approche de la danse dans son histoire, liée à la musique toujours, bien sûr, en Occident. Une petite remarque générale, c'est que les danses occidentales sont des danses beaucoup plus retenues en général que celles qu'on vient de voir dans le jazz et ici dans la tap dance, qui sont des danses beaucoup plus déliées où les corps sont beaucoup plus libres. Les danses occidentales sont beaucoup plus rigides aussi, d'une certaine façon. Elles offrent moins la possibilité d'explorer la virtuosité du corps. Voilà. Alors, je cite ici, mais on va passer certainement les danses de cour à la Renaissance et la comédie ballet sous Louis XIV, mais je vais simplement en parler. On ne va pas voir d'extrait. Je voulais avancer simplement, donc, mais je cite simplement ceci en donnant 2-3 mots d'explication. On a perdu beaucoup de danses populaires, c'est-à-dire les danses qui étaient pratiquées dans les villages et qui étaient jouées souvent sur des instruments plus rudimentaires, qui n'ont jamais été écrites. On n'a pas conservé tout ce répertoire, hein, ce répertoire a été perdu. On a gardé par contre des danses de cour, les danses aristocratiques, qui étaient pratiquées dans les cours européennes à la Renaissance. La Renaissance, c'est le XVIe siècle. C'est un siècle très florissant sur le plan artistique, en Italie notamment, et puis aussi jusque dans le nord de l'Europe, a développé des danses de le cours réservées à l'élite. La pavane, la gaillarde et d'autres danses comme ça ont eu un énorme succès aussi à l'époque. Ensuite, Louis XIV, et je pense que c'est important à souligner, adorait la danse. Il était lui-même excellent danseur. Il y a un film qui le montre bien, Le Roi danse, de Gérard Corbiot, qui retrace un petit peu l'amour que Louis XIV éprouvait pour la danse, et pour la musique aussi d'ailleurs, hein, mais pour la danse en particulier. Un genre d'ailleurs, un genre particulier est né sous l'égide de Louis XIV, qu'on a appelé la comédie-ballet. La comédie-ballet est un genre à part et très particulier qui associe le théâtre
à la danse, en l'occurrence à des scènes de danse qui se succèdent, qu'on appelle des ballets. Lorsque l'on danse de manière collective et qu'il y a une organisation, une structure, si vous voulez, des danses qui se succèdent, on parle de ballet alors. La chorégraphie qu'on verra par exemple du Sacre du Printemps tout à l'heure est véritablement un ballet. C'est une organisation, une mise en place de toute une série de danses qui se succèdent sous la forme du ballet. C'est l'Occident qui a mis en place d'ailleurs cette notion de ballet, puisque pour le jazz, on ne parle pas de ballet, pour le tango, on ne parle pas de ballet non plus. L'idée du ballet est venue en Occident. À l'époque baroque, qui est celle donc de Louis XIV et de Lully et de Molière, Molière est un grand homme de théâtre que vous connaissez, a écrit des pièces de théâtre, certaines d'entre elles, comme Le bourgeois gentilhomme par exemple, ou Le malade imaginaire, une autre, sont accompagnées de musique. Et ces musiques sont des musiques pour la plupart du temps où on peut danser. Donc, on peut chanter aussi d'ailleurs. Donc, ce n'est pas simplement des comédies parlées, si vous voulez. Dans Le bourgeois gentilhomme, il y a une scène mémorable où on utilise des danses et on crée autour de, pour célébrer un mariage, on crée une atmosphère festive et on intègre des danses. Voilà. Donc, je vais passer simplement ceci. Donc, c'est la séquence en question dans la comédie ballet avec les turqueries où on évoque le monde de la Turquie. Voilà. Ça, c'est par exemple, ici, vous le voyez dans ce frontispice, c'est le monsieur Jourdain qui est le bourgeois en question, qui essaye de devenir un gentleman, un gentilhomme donc, un gentleman, on peut traduire ça comme ça aujourd'hui. Il est apeuré autour de Turcs, autour de lui, la peur, à la cérémonie qui se prépare. Et voilà les tables, c'est assez amusant à évoquer, vous voyez ici, hein, ce sont les chorégraphies. On avait inventé une notation à l'époque qui est assez intéressante et qui montre hein, à la verticale, comme ça, en forme de top shot, si vous voulez, une prise de vue par au-dessus, la position des corps avec la tête représentée par une sorte de petit chapeau comme ça, et le corps qui est marqué à la verticale et sur le côté les mouvements qu'il doit effectuer. Voilà, donc ces danses caractéristiques, courantes en l'occurrence ici, ou les pas de la Gaillarde, notées par Auguste Feuillet. Une caractéristique essentielle des danses occidentales, c'est que, et à l'époque en tout cas, on n'a pas de partenaire attitré. Ce ne sont pas des danses de couple. On danse face à face et puis on change et on tourne. La danse de couple n'existe pas encore. Voilà, ça c'est aussi très beau. Une sarabande à l'époque, donc dans pour la musique baroque. On y voit ici toute une série de mouvements. C'est assez difficile à déchiffrer, c'est assez amusant. Mais je trouvais ça très révélateur d'une intention de noter les pas. Parce que c'est quelque chose de très compliqué, finalement, quand on veut reproduire une danse, ben, quand on ne connaît pas la chorégraphie, ce n'est pas facile. Effectivement, cette notation de Auguste Feuillet permet de revoir un petit peu comment il fallait se placer dans l'espace en fonction de la durée de la musique. Les musiques à danser sont toujours des musiques rythmiques où le nombre de mesures est toujours le même pour favoriser justement la compréhension et la possibilité pas la compréhension, mais la possibilité de danser en respectant ces mesures et en pouvant anticiper les choses. J'avance donc ici et j'en arrive maintenant à la valse. C'est ce que je voulais montrer aujourd'hui par rapport aux danses occidentales. C'est effectivement une des danses les plus connues. On en a déjà parlé dans le cadre du cours. C'est aussi une des danses les plus populaires aujourd'hui et les plus universelles, comme le tango, etc. Rappelons bien sûr que c'est une danse de salon. Quand on dit danse de salon, ça veut dire que ce n'est pas une danse populaire. Elle a des origines populaires. Hein. L'origine, c'est les Ländler. Et Walzer en allemand, Walzer, ça veut dire tourner, tourner en rond. C'est ce que la valse est devenue, c'est-à-dire une danse où on tourne en rond en suivant souvent les aiguilles d'une montre et on fait précisément un mouvement giratoire avec son ou sa partenaire. Donc là, c'est une danse de couple. La valse reste une danse de couple, elle l'a toujours été, elle n'a pas changé, et elle est pratiquée dans les salons à Vienne, au sein de l'aristocratie viennoise au départ. Beaucoup de compositeurs classiques ont écrit des valses destinées justement à la danse. Hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui appartient au répertoire aujourd'hui. Elle est fondée sur un rythme ternaire. Donc le rythme ternaire, c'est un rythme en 3 temps, avec un certain nombre de mesures, systématiquement 4 x 8. Je vais montrer un exemple avec une valse de Chopin, ça
ça va se clarifier un petit peu, et elle se danse en cercle donc, et je mets couple fermé, ça veut dire qu'on garde toujours son ou sa partenaire, on ne change pas, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de regroupement, et ce n'est pas une danse collective. Voilà pour l'exemple. Alors la plus célèbre danse, la plus célèbre valse, la plus connue, c'est celle de Johann Strauss, le Beau Danube bleu, qu'il a composé en 1867, comme vous voyez. C'est une des danses les plus connues parce que Kubrick l'a utilisée dans 2001, notamment pas parce que Kubrick l'a utilisée, tout le monde connaît cette danse, elle est traditionnellement jouée aux festivités du Nouvel An, par exemple, et, et, euh, et vous l'avez certainement déjà entendue. Da da di da dam, pim pim pam pam, pi di da da dam, pim pim pam pam. C'est ça, hein, cette rythmique en 3 temps avec le thème, et c'est joué pour un grand orchestre symphonique. Kubrick l'utilise donc encore une fois dans 2001 dans les scènes qui montrent le ballet des astres comme ça, lorsque la mission est lancée dans l'espace, et on y entend effectivement à ce moment-là, en voyant de très belles vues de la Terre notamment, la valse de Johann Strauss. Prenons comme exemple ici, et j'avance un petit peu, voilà, avant de visionner un extrait cinématographique, une valse de Chopin, voilà, une valse pour piano. Donc Frédéric Chopin est un compositeur polonais, mais qui a fait toute sa carrière en France, hein, et il est réputé comme un virtuose du piano, appréciant particulièrement les salons. Les salons étaient des lieux de rencontre, de réunions qui touchaient uniquement l'aristocratie, où les femmes pouvaient aussi, avaient malgré tout accès. Donc on y voit d'ailleurs dans ces salons la présence de celle qui deviendra la compagne pour un certain temps de Frédéric Chopin, qui est George Sand, la femme écrivain donc qui est bien connue pour apprécier beaucoup la musique, était devenue la compagne de Frédéric Chopin. Ils passaient ensemble leur été, etc. Et c'est dans les salons que Chopin a fait toute sa carrière, les salons parisiens notamment, dans cette vie mondaine. Et il a écrit beaucoup de danses, pas seulement des valses, mais des mazurkas, qui sont des danses polonaises de son pays. La valse ici intitulée Grande valse brillante, ben, si je prends, on va regarder ensemble, hein, je vais chantonner le thème, ce sera plus facile. Voilà, je prends mon curseur, on a 4 mesures d'introduction sur une seule note, sur le si bémol. Tim, tititim, 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 tititim. Voilà. Il commence avec une seule note, c'est assez rapide, en 3 temps, 3/4, et puis on a le thème ici, pam, papapam, pam, papapam, pam, papapam, pam, papapam, papapam, pam, papapam, pam, padadam, padadadam. On recommence, on a fait 8 mesures, on recommence ici, tam, papapam, pam, papapam, pam, papapam, pam, papapam, papapam, pam, papapam, pam, papapam, pam. Voilà, avec, vous avez une petite idée de l'allure générale. La mélodie se trouve à la main droite du piano, comme toujours. Hein, elle est ici, elle se dessine ici, elle est régulière, pam, 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 avec chaque fois un appui accru sur le premier temps, qu'on appelle le temps fort en 3/4, ce qui permet aux danseurs de savoir où se trouvent les impacts, ou quand on tourne en rond, de revenir sur soi, et, pardon, j'ai fait une mauvaise manœuvre, voilà, de revenir ici systématiquement. L'accompagnement au piano, donc à la main gauche, est toujours le même. Là, c'est rythmique et harmonique. Voilà, voici les accords. Les 3 sons ici, la C à la verticale, une note de basse, un accord, une note de basse, un accord, et c'est chaque fois la même chose. Vous le voyez, si on regarde la partition un peu plus loin, voilà, hein, les accords changent, c'est vrai, mais la structure rythmique est toujours la même. Voilà, donc on a une découpe régulière de 8 mesures, de multiples de 8 mesures, avec des thèmes qui changent, mais néanmoins, c'est toujours la même chose sur le plan de la métrique et du rythme en l'occurrence. Hein. Donc, voilà une danse type qu'on peut peut-être écouter, comme ça nous donne une idée. En même temps, c'est l'occasion d'écouter la musique de Chopin, qui a été une musique qui a eu un énorme succès à son époque. Il a vécu pendant la première moitié du 19e siècle. Hein, et donc, toute la musique de Chopin, qui n'est pas de la musique à danser pour autant, hein, il a composé des nocturnes, qui sont des belles pièces romantiques aussi, des études. Il a beaucoup influencé la chanson aussi. Hein. Les pièces de Chopin ont été utilisées par certaines d'entre elles, hein, pas toutes évidemment, mais ont inspiré Serge Gainsbourg dans plusieurs de ses chansons. C'est devenu une caractéristique essentielle aussi,
est une référence essentielle aujourd'hui. Voilà, donc je vais chercher maintenant la valse brillante de Chopin qu'on peut écouter intégralement. Elle est donc je l'ai placée dans le drive tiens, ici, toujours dans le même voilà. Alors j'ai pris, vous le voyez en MP4, donc j'ai converti un document sur une séquence sur YouTube, c'est pas mal. Est-ce qu'elle est visualisée en même temps au piano? Comme ça, vous voyez bien et en même temps, on l'entend. Il y a une bande visuelle qui la reproduit aussi. Pardon. Voilà, je visionne maintenant, hein, donc on peut commencer à visionner.
Voilà. La représentation visuelle est intéressante, me semble-t-il aussi, hein. Donc, le nom complet du morceau, puisque tu me poses la question, Mathias, je vois là sur le chat, c'est Valse brillante, Grande valse brillante de Frédéric Chopin. Et pour pouvoir le retrouver, c'est l'opus, je vais regarder sur le PowerPoint, euh, l'opus 18, voilà. Donc, c'est assez facile à trouver, il y a plusieurs interprétations. Moi, j'ai pris celle-ci parce qu'elle me semblait intéressante pour vous aussi. Il y a une représentation visuelle, hein. La bande passante, là, avec les couleurs, montre bien les basses, les aigus, la durée des sons quand c'est un trait continu, quand c'est plus court, plus bref, ben, c'est découpé. Comme dans les instruments de musique mécanique, on utilise ce genre de choses, hein, c'est-à-dire des bandes passantes et on fait passer ça et on obtient des sons. C'est la même chose, c'est le même principe. Donc ça visualise effectivement la musique, c'est pas mal. Et ça permet de comprendre aussi d'ailleurs son déroulement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, je reviens une seconde sur le PowerPoint en arrière. Et je présente maintenant, pour en avoir une idée visuelle, puisqu'on vient d'écouter une valse mais sans danse, d'aller dans un film, de prendre une séquence dans un film, Le Guépard, de Luchino Visconti, et Le Guépard qui est donc une adaptation d'un grand roman que Visconti a adapté en 1963. Dans ce film qui raconte l'histoire d'une aristocratie en déchéance qui perd de plus en plus le pouvoir au profit d'une jeunesse révoltée qui finalement va supplanter cette aristocratie dans le déclin. C'est en grosso modo l'histoire du guépard en question, qui est incarné par Burt Lancaster, un grand acteur, et Alain Delon qui incarne la jeunesse montante, et Claudia Cardinale, sa compagne, qui sera sa compagne en tout cas, aussi incarne cette idée de jeunesse qui va supplanter le passé. Dans une scène légendaire du film, environ sur près de 40 minutes si je me rappelle bien, il y a une séquence qui se déroule dans un palais et où l'on entend toute une série de danses, montrant bien sûr la présence de la musique comme quelque chose de très important. Il y a un moment donné, dans ces séries de danse, on y danse une valse, qui est une valse de Verdi, qui est arrangée par le compositeur de la musique de ce film, qui est Nino Rota. Nino Rota est un grand compositeur de musique de film. J'en ai parlé déjà avec Fellini, quand on a visionné l'utilisation qu'il avait fait de la chevauchée des Valkyries. Nino Rota est resté très attaché à la musique de film et aussi, bien sûr, à faire des arrangements, et c'est ce qu'il a fait ici. Alors, la séquence nous montre, et il y en a deux, elle est en deux parties, donc on va aller cliquer tout de suite sur la première séquence puis la deuxième. On n'aura pas le sous-titrage malheureusement, mais ça n'est pas très important. Mais regardez bien le cadre, parce que on voit très bien l'aristocratie à cette époque-là, au 19e siècle. Donc le film se déroule au 19e, hein, dans une Italie qui n'est pas encore vraiment unifiée et qui est en phase de l'être. Donc c'est toute la question de l'histoire de l'Italie qui est posée aussi dans le film. Et on y voit cette aristocratie dansant une valse, et on voit bien les mouvements. La caméra suit d'ailleurs très bien en travelling comme ça. D'ailleurs, ils avaient disposé des rails un peu partout sur l'espace et se baladaient pour prendre justement la danse. Et il y a un moment donné où cette danse est finalement la métaphore de tout le film, et ça, je voudrais insister un petit peu là-dessus. La métaphore, parce que la valse, c'est quelque chose qui tourne. Quand on tourne, on n'a plus la même place. C'est comme une roue, c'est comme la roue de la fortune. On est parfois à une position avantageuse et puis on est en bas de la roue aussi, hein, vous comprenez bien. Cette idée de valse vient ici dans le film comme étant la valse des générations, si vous voulez. Le fait que l'on peut perdre à un moment donné son pouvoir au profit de quelqu'un d'autre. Donc, elle devient vraiment l'image d'une métaphore. Et c'est intéressant parce qu'elle est dansée avec les différents protagonistes l'un après l'autre. Voilà, je vais maintenant chercher la séquence dans le Drive et on peut la regarder ensemble. Alors,
C'est la musique et danse valse du Guépard. Il y en a donc 2. On va chercher ce document-là. Voilà. Et on prend d'abord ici, c'est en dessous qu'il faut regarder si on veut suivre la logique du film. Hein. C'est VTS 011 qu'il faut ouvrir d'abord. Et puis il faut aller chercher après, on ira chercher après le VTS donc 03. Ça va? Le 02, c'est simplement une bande passante de noir. D'accord? Donc VTS 011 qu'on visionne maintenant.
Voilà, je pense que vous avez pu avoir le temps de visionner les 2 séquences. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non? Voilà, donc je reviens au PowerPoint. Pas de remarques, pas de questions? Donc les 2 séquences qui sont donc, vous l'avez remarqué, découpées dans le film, montrent effectivement avec un grand souci d'historicité, de respect de l'histoire, à la fois les costumes, la société, l'opulence, la richesse, hein, vous l'avez remarqué, et le respect dans le port des robes des femmes, avec des crinolines notamment, et des comportements aussi. C'est tout à fait conforme à ce qu'on peut avoir comme idée, comme représentation d'une société aristocratique au XIXe siècle. Visconti, d'ailleurs, a souvent voulu faire des adaptations en respectant précisément des adaptations d'œuvres littéraires, en respectant le contexte historique, tout à fait. La danse, et on le voit peut-être mieux quand Burt Lancaster danse dans la seconde séquence avec Claudia Cardinal, et c'est très clair, les pas. On ne voit pas le sol parce que là, la caméra montre, se place au-dessus. On ne voit pas ce qui se passe au sol, mais les pas à la verticale d'abord, et puis on commence à tourner en rond avec son partenaire, avec les autres. La difficulté, c'est de ne pas se heurter. C'est pour ça qu'on suit en général, on tourne en suivant les aiguilles d'une montre pour ne pas heurter les autres, bien sûr. Hein, c'est la grosse difficulté. Petite parenthèse, et c'est peut-être utile de le dire, ces acteurs ne parlent pas l'italien, mais ils sont donc doublés lors de la post-production pour que le film puisse être intégralement en italien. Claudia Cardinal est italienne, mais Burt Lancaster ne l'est pas, et Alain Delon non plus. Donc Visconti travaillait souvent avec des acteurs et tournait donc avec des acteurs qui parlaient des langues différentes, et c'était assez fréquent qu'après on procédait bien sûr à un doublage de la voix de l'acteur pour avoir un italien de qualité. Voilà, je peux avancer. J'aborde maintenant un autre aspect, et on est beaucoup plus loin dans l'histoire aussi, et plus proche de nous, un autre aspect de la danse qui est le ballet. Le ballet, je le rappelle, est lié à ce qu'on appelle une chorégraphie. Donc une chorégraphie, c'est l'organisation de différentes danses qui se succèdent, et aussi surtout d'une continuité narrative. Hein. Dans les chorégraphies qu'on va voir, et celle du Sacre du Printemps en particulier, ben, l'objectif, c'est de raconter une histoire avec comme moyen le corps, qui est donc un outil qui exprime des choses, qui montre des choses de manière muette, mais par le biais de la narration, par le biais du récit, par le biais d'une intrigue. C'est l'idée des chorégraphies telles qu'elles se mettent en place au début du XXe siècle en France. La France a accueilli véritablement la danse avec un grand amour, un grand intérêt. Elle a même fait venir les ballets russes, on les appelait comme ça à l'époque, qui ont eu un grand retentissement à Paris au début du XXe siècle. Les liens d'amitié entre la France et la Russie n'avaient rien d'étonnant, parce que la Russie a été l'allié de la France et de l'Angleterre aussi pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. Hein. Donc c'était un pays ami, un pays allié, et il y avait de fréquents échanges entre la France et la Russie à cette époque-là. Les ballets russes sont sous la houlette et dirigés, on pourrait dire, parce que c'est plus qu'un mécène et qu'un promoteur. Serge de Diaghilev a été vraiment une personnalité très marquante à l'époque. Il a fait venir ses ballets, et puis il a joué un rôle de promoteur. Il a initié aussi des compositeurs français. Il a poussé certains compositeurs à écrire des pièces et des musiques de ballet pour ses danseurs, pour son corps de ballet, donc les ballets russes. À la tête des ballets russes, et c'est une figure importante aussi, à la tête, je dirais, des chorégraphies, et le danseur étoile le plus connu, c'est Nijinsky. C'est lui qui va réaliser la chorégraphie du Sacre du Printemps en 1913 avec la musique de Stravinsky. Alors, cette pièce, donc le Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky, raconte, et je viens ici sur l'histoire, sur ce qu'on appelle l'argument, hein, c'est l'histoire du ballet, si vous voulez, comment est-ce que
on a imaginé ce récit. Et en quelques mots, je pourrais le résumer comme ça. Donc, le Sacre du printemps, comme son nom l'indique, c'est le titre du ballet. Ben, c'est sacrer le printemps. Pourquoi est-ce qu'on sacre le printemps? C'est parce que c'est le moment où la végétation renaît, au moment où la terre nourricière rapporte évidemment les choses indispensables à l'alimentation humaine. On comprend bien que dans les civilisations les plus reculées, une fois l'hiver, la crainte était est-ce que le printemps va renaître? Est-ce que les choses vont pouvoir se renouveler? Donc il fallait vénérer la terre parce qu'elle apportait nourriture aux humains. Dans ce contexte-là, et c'est comme ça qu'il faut entendre le Sacre du printemps, il était de coutume de sacrifier des vies humaines sous forme d'offrande, donc qu'on donnait aux dieux, pour que la terre se régénère et pour que le printemps revienne. Et donc, le Sacre du printemps n'est autre qu'un rituel de sacrifice, un rituel de sacrifice d'une jeune fille, d'une adolescente qu'on confie aux dieux, dont on confie la vie aux dieux, pour permettre justement, en reconnaissance de quoi les dieux sont censés remettre en marche l'ordre des choses. Voilà l'idée. Et alors, il y a deux tableaux principaux. Le premier, c'est, comme vous le voyez, l'adoration de la terre, couvert de fleurs, couvert d'herbes, une grande joie règne sur la terre, les hommes se livrent à la danse et interrogent l'avenir selon les rites. Le plus ancien d'entre eux, donc l'aïeul de tous les sages, prend part lui-même à la glorification du printemps. On l'amène pour l'unir à la terre abondante et superbe. Chacun piétine la terre avec extase. Voilà. Dans un premier temps, c'est cette terre nourricière qui est fondamentale. Et puis le deuxième tableau, donc la deuxième partie du Sacre, qui est donc été écrite par Nicolas Rouré, qui a travaillé avec Stravinsky à l'élaboration du texte, c'est le sacrifice. Donc sur les collines, donc sur les pierres, des adolescentes mènent des jeux mythiques et cherchent la grande voie. On glorifie, on acclame celle qui fut désignée pour être livrée aux dieux. On appelle les aïeux, témoins vénérés, et les sages aïeux des hommes contemplent le sacrifice. C'est ainsi qu'on sacrifie aux dieux Yarilo, le magnifique, le flamboyant. Et donc on offre en guise de récompense, si vous voulez, de don, d'offrande, une jeune fille. Voilà le propos, qui est un propos qui est basé sur des rituels très anciens, des rituels archaïques. Les sacrifices humains étaient une monnaie courante dans beaucoup de civilisations. Si on pense aux Mayas, par exemple, au Mexique, on procédait à des sacrifices véritablement sanglants, qui étaient horribles, qui seraient inadmissibles aujourd'hui. Voilà le décor à l'époque, au moment de la création, donc en 1913, le premier tableau, la terre, et puis le tableau final, le sacrifice, avec les totems tout autour et la zone consacrée au sacrifice. Voilà ici quelques images aussi d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'était la vénération des totems. Vous le voyez ici, donc on tourne autour de figures totémiques qu'on vénère. Eh bien, tout cela, tout ce monde, tout cet univers est reconstitué dans le Sacre du printemps, dans une chorégraphie qui a fait date. Alors, ce que je voudrais montrer peut-être, c'est la danse finale. On va la regarder ici, je vais la commenter. La voici. La danse sacrale, qui est donc le moment, à la fin du ballet, dans la reconstitution qu'on va voir, eh bien, c'est le moment rythmique le plus heurté, si vous voulez. Stravinsky a choisi une musique particulièrement heurtée, avec des rythmes et des syncopes. Je prends mon curseur ici, comme vous voyez. Il choisit d'alterner les mesures, ce qui est tout à fait anti-classique. Alterner les mesures, ça veut dire qu'on va décaler les temps forts. Voilà. Ici, au hasard, 3-16, 2-16, 3-16, 2-8. Enfin, à chaque mesure, on change, donc c'est très compliqué. Et on a un rythme haletant, comme ça. Pam, 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 pam. Voilà, un rythme qui ne peut vraiment pas servir et aider les danseurs à placer des pas réguliers. C'est au contraire une danse irrégulière, basée sur la syncope. Ici, il y en a une belle, voilà. Là, c'est une syncope, elle est prolongée dans la mesure suivante. Ici, ce sont des contretemps. Là encore, la même syncope. C'est une musique qui va jusqu'à... Voilà, la partition devient très complexe ici, à évoquer... Oui, il y a une question? Non? Un contretemps et qui se termine par une coupure. Voilà, le cut à la fin, ici, est aussi très caractéristique d'un arrêt net de la chorégraphie. Alors, cette chorégraphie, la voici. On l'a reconstituée ici dans l'extrait qu'on va voir.
c'est une reconstitution dans la danse sacrale, donc toujours, à partir de ces dessins, ces costumes d'une femme, d'une jeune fille qui est donc l'élue, celle qui est choisie pour être sacrifiée et pour servir d'offrande aux dieux. La chorégraphie de Nijinsky, comme vous voyez bien mentionné, c'est amusant de voir ces dessins parce que Valentine Hugo a reproduit ici quelques-uns des mouvements notés lors de la création en 1913, il y a plus d'un siècle. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va voir maintenant ce scandale historique, donc, hein, ça a fait date dans l'histoire parce que la chorégraphie était anti-gracieuse. Elle essayait de retrouver des mouvements sauvages et archaïques et pas du tout de se conformer à ce qu'on faisait dans les ballets traditionnels au XIXe siècle. Et la reconstitution des ballets russes est intéressante. Et c'est cette reconstitution que je voudrais voir maintenant. Et je voudrais donc visionner avec vous dans le drive la séquence de la danse sacrale qu'on va aller chercher maintenant. Voilà. Toujours dans le même document, Histoire de la musique. Voilà. Alors, c'est musique et danse, ça s'appelle... Attendez, hein. Ah ben, je l'ai pas... Oui, bon, c'est ça. Ah non, voilà. C'est Sacre Final, pardon. Je me suis embrouillé moi-même. Donc, c'est le dossier Sacre Final. Est-ce que tout le monde a bien compris qu'il faut ouvrir? Et on a la danse sacrale, les 5 dernières minutes. Et puis, on regardera la chorégraphie de Pinel Bausch. D'accord? C'est clair? Il y a des questions? Ok, on y va. Et il faut ouvrir ici, scène finale.
Voilà, donc c'est le final de la reconstitution. Quand je parle de reconstitution, ça veut dire, et je reprends le PowerPoint, qu'il s'agit donc d'une tentative de retrouver la chorégraphie telle qu'elle avait été pensée et conçue en 1913. Hodgson, qui avait donc fait cette reconstitution de l'histoire, donc du scandale assez historique et légendaire du Sacre du Printemps à Paris. Pourquoi est-ce que ça a suscité un tel scandale? C'est parce que la musique est extrêmement hachée, hachurée, rythmique, vous l'avez entendu, c'est des coups de tranchant, et que la danse n'est pas du tout basée sur les tutus, sur la grâce, sur la beauté du mouvement du corps, non, on retrouve une certaine brutalité, une certaine sauvagerie, un certain barbarisme qui est en rapport avec les rites païens que je viens d'évoquer tout à l'heure, et la scène du sacrifice le montre bien ici aussi. Le cadre folklorique évoque très clairement l'intention d'évoquer une chorégraphie qui était aux antipodes de ce que le public parisien attendait au début du XXe siècle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je Non. reprends. Non? Ok. Tout le monde a pu visionner, hein? Oui. Alors voilà la partition. Je crois qu'on n'aura pas le temps. Il est bientôt l'heure, j'ai l'impression. Je ne sais pas quelle heure il est là. Il est 10h30 déjà. Il est 25. Oui, alors on n'aura pas le temps de montrer le document, mais je le ferai la semaine prochaine. Je peux commenter ici le début, l'Adoration de la Terre de Stravinsky, et comme ça vous avez un break pour pouvoir suivre les cours qui suivent. On visionnera le document de Pina Bausch et le documentaire de Wim Wenders la semaine prochaine, vendredi prochain. Euh, donc ici, c'est la partition de Stravinsky que vous avez sous les yeux. Qu'est-ce que Stravinsky a fait et qui est tout à fait étonnant pour l'époque? Aujourd'hui, ça n'étonnerait plus personne, mais à l'époque, c'était tout à fait remarquable. Il confie à un soliste, le fagotto, c'est le basson, un instrument en bois donc assez long qui donne des sons graves. Ici, il demande justement au bassoniste de jouer dans l'aigu. Solo ad libitum, ça veut dire c'est presque comme une improvisation écrite, hein, très libre de jouer une mélodie populaire. Et puis les autres instruments, clarinette, rentrent ici, vous le voyez, continuent à agrémenter, à soutenir, à soutenir la mélodie du basson qui est ici, qui se termine ici, là la clarinette basse. Les bois, donc, c'est ce qu'on appelle la famille des bois, hein, clarinette, basson, corps également, ça ce sont les cuivres qui interviennent, la clarinette piccolo ici et ici. Donc il commence son ballet dans une atmosphère qui évoque au fond le début d'une journée, comme ça, l'éveil de la journée, avec une mélodie populaire. Ensuite, il va utiliser les cordes avec des accords, la danse des adolescentes, voilà, ici qui est marquée d'une manière très rythmique avec des accords saccadés. Voilà. Stravinsky aime bien les rythmes, hein. Il va beaucoup apprécier les musiques, par exemple, qu'il entendra quand il sera aux États-Unis à l'époque du bebop, des rythmes martelés comme ça. C'est quelque chose qui revient très souvent dans sa musique. Une musique très rythmique, parfois mélodique aussi, hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais il utilise ici les cordes d'un violon, violon, alto, violoncelle et contrebasse dans l'ordre. Voilà, violon, alto, violoncelle, contrebasse, de manière rythmique, avec des petits points, voilà. Et il faut vraiment donner des à-coups, des coups. Il demande des coups d'archet très, très rythmés, c'est la notation qui figure ici dans la partition. Voilà. Voilà donc quelques éléments, et ça c'est la danse sacrale dont je viens de parler, quelques éléments de l'œuvre de Stravinsky. Je reviendrai la semaine prochaine, donc quand on aura l'occasion, je reviens sur le panneau central, puisque on arrive à terme de l'heure. Hein, regardez maintenant, ça empiéterait. Je préfère que vous ayez un petit peu de temps pour vous poser vos questions maintenant et vous laisser libre pour le cours suivant. Donc, j'espère que ça a bien marché quand même, que vous avez pu avoir accès à tout. On va procéder comme ça me semble une bonne idée. Ben oui, c'est bien, merci de me répondre. Euh, on va procéder comme ça pour la suite du cours. Et si vous avez, si on n'est pas obligé donc
voilà, de suivre le cours. S'il y a des choses que vous avez envie de faire, vous pouvez mettre des suggestions aussi, hein, parce que bon, j'ai plusieurs possibilités, mais néanmoins, je mettrai les documents visuels, je pense que c'est bien pour vous, dans le Drive, et j'espère qu'il sera toujours accessible. Si vous constatez qu'il y a un couac, vous pouvez m'envoyer un mail ou on peut communiquer comme ça, hein, puisqu'on ne peut pas se voir, on est privé de contact physique. J'espère que ce n'est pas trop dur pour vous. En tout cas, je vous encourage beaucoup. Je considère que c'est malheureusement pas la meilleure solution pour transmettre un savoir et aussi de répondre aux questions. Mais enfin, je pense qu'on y arrive quand même avec ce moyen de transmission-ci, hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre attention et